Bonjour à vous tous à une nouvelle édition de 300 millions de critiques. Vous savez que nous sommes dans le dernier étage de l'Arche de la Défense à Paris. Daniel Benoît, Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel sait tout faire. Il est à la fois auteur, acteur et directeur de théâtre. Et notamment actuellement donc le théâtre Antipolis, donc à Antibes. On va parler à la fois du programme du théâtre et en même temps des différentes mises en scène que vous menez actuellement. Alors, pour ce qui est d'Antibes, que voit-on au début de cette année ? Antibes est très jeune, quoi. Le théâtre a 4 ans, et on va bientôt fêter les 5 d'ailleurs. Et donc, il y a un public fou, c'est un grand étonnement pour moi, et qui est devenu donc le premier théâtre de Tupaca. Quand même, c'est important, en 4 ans. Et on a, si vous voulez, toujours à peu près 7 créations et à peu près 60 accueils, si vous voulez. Donc, on commence l'année, là, tout de suite, par des accueils. L'accueil de Jacques Gamblin, avec son spectacle sur les voiliers et tout ça. L'accueil de Michel Jonas, parce que c'est quelqu'un que j'adore et que tout le monde aime beaucoup, surtout quand il vient comme ça. Des créations, une création de Dracula. Et puis moi, qui suis en train de monter les Noces de Figaro à l'Opéra de Nice, en fait, et qui va ensuite venir à Antea, au théâtre. Donc ça, c'est quelques-uns des spectacles du mois de janvier. Ça. Voilà, de l'organisation du mois de janvier. Et puis alors, il y a le deuxième, Daniel Benoît, qui est celui qui monte des mises en scène ailleurs, à l'extérieur du théâtre. Absolument. Si vous voulez, c'est important. Moi, j'ai dû le faire à peu près dans ma vie 130 mises en scène, donc c'est vrai que ça commence à devenir un peu important. Et là, donc, je fais cette mise en scène d'opéra dont je viens de vous parler, mais en même temps, dans un mois à peu près, je commence une pièce qui s'appelle « Tu te souviendras de moi », qui est d'un auteur canadien qui s'appelle François Archambault. Et cette pièce parle d'Alzheimer, mais de manière extrêmement intelligente et surtout drôle. Et c'est Patrick Chenet qui va jouer le rôle du vieil homme, comme ça, un vieil intellectuel, etc. Et ça, on va le faire donc d'abord à Antibes, et puis ensuite à Paris, à la rentrée, au Théâtre de Paris. Voilà. Et après, il y a une mise en scène ou une adaptation théâtrale du roman de Stephen King qui avait donné le célèbre film avec James Caan et Kathy Bates, que vous aviez d'ailleurs déjà joué vous-même, qui est Misery. Ah bah, absolument. En 2002, j'ai commencé à faire cette pièce avec Myriam Boyer. Et puis, j'ai beaucoup hésité à la reprendre parce que je ne pouvais pas jouer 4 mois à Paris étant directeur à Nice à l'époque. Et donc, finalement, j'ai pensé que c'était bien de reprendre cette pièce. Je l'ai fait avec Francis Lombrail à ma place. Et donc, nous l'avons joué beaucoup déjà à Antibes et nous allons, à partir de septembre 2018, le jouer au Théâtre Hébertot à 21h. Voilà, il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, hein, c'est cet homme qui a un accident de voiture et qui est recueilli par une psychopathe qui, au départ, a l'air gentille. Une sorte d'infirmière recueillie dans sa ferme. Une infirmière. Voilà, une infirmière, oui. Quand je dis une sorte d'infirmière, oui, parce qu'elle fait d'autres choses après. Elle fait d'autres choses et après... Quand vous l'avez joué, ce qu'on voit dans l'adaptation filmique, c'est vrai, c'est que vous aussi, vous preniez comme acteur des coups de batte dans les jambes. Si vous voulez, au théâtre, c'est compliqué. Au cinéma, vous pouvez couper tout de suite au bon moment et pour donner l'impression très forte comme ça au spectateur qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Au théâtre, je veux dire, vous avez toujours la seconde qui suit et toutes les secondes qui suivent. Où vous pouvez pas forcément faire un noir parce que ça... Bref. Vous ne pouvez pas ramper non plus, c'est quand même... Voilà. Donc il faut trouver des solutions tout à fait différentes, mais qui donnent la même impression au spectateur. Et donc ça, pour les coups de masse, par exemple, on a trouvé une solution... que je ne vous dévoilerai pas, mais qui permet effectivement de donner le même sentiment, la même force, le même chez le public comme ça, donc qui est très intéressant. La Passion dure depuis maintenant des années, Daniel Benoît. Vous avez fait des choses extrêmement différentes. D'ailleurs, ce qu'on voit ou ce qu'on va découvrir, c'est très différent d'aller d'Édouard Baird aux Noces de Figaro. On n'a pas parlé d'Édouard Baird, mais enfin de tous les spectacles de One Man Show. Le théâtre a considérablement évolué. Vous tiriez dans le bon sens ? Écoutez, moi, ce que je crois, j'ai été quand même pendant 35 ans ou même plus directeur de théâtres nationaux, donc théâtre public. Aujourd'hui, je suis toujours un théâtre public à Antibes. Mais si vous voulez, j'essaie de concevoir autrement les choses parce que je pense aujourd'hui qu'il y a une vraie relation à trouver, si vous voulez, entre le public et le privé en France, qui n'est pas trouvée pour l'instant et que peut-être Antea est un signe ou une expérience un peu pilote de ce que ça pourrait être. Merci Daniel d'être venu nous voir et donc on sera tous à Antibes. Si vous passez par Antibes, bien évidemment, vous allez voir les différentes mises en scène de Daniel, les gens qui l'accueillent, les différents one-man shows et les pièces et puis tout ce qui concerne la rentrée avec notamment donc cette pièce de ce Québécois et évidemment l'adaptation de Misery que vous reprenez avec Myriam Boyer. On va redonner le nom de l'acteur. Francis Lombrail. Francis Lombrail. Voici le sommaire de l'émission et nous retrouvons tous nos camarades dans un instant. Il y a 20 ans mourait César. Cette année enfin, le Centre Pompidou lui consacre une rétrospective. L'équipe l'a visité et a découvert en marge quelques pépites.
Il sera question aussi d'une série helvético-africaine, une affaire de mini-jupe. D'abord exclusivement diffusée sur le web, la série va être diffusée sur TV5 Monde. Et enfin, dans son nouvel album, le Canadien Lewis Ferré a choisi de nous faire partager sa réinterprétation de Lieder de Brahms, et nous allons en discuter. Et comme chaque semaine, le tour du monde de la francophonie culturelle, ce sera dans le Zap Culture. Et voici votre nouveau numéro de 300 millions de critiques. Comme nous sommes ravis de vous retrouver avec Estelle Martin de TV5 Monde, ma chère Estelle, bonjour. Pascal Bogo de la RTBF. Bonjour. Magnifique en rouge, Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Bonjour. Michel, bonjour. Et donc Catherine Pépin de Radio-Canada. Ma chère Catherine, je vous embrasse car vous êtes la plus lointaine. Et Laura Tenoudji avec nous pour parler de web et de culture. Vous le savez, premier sujet, grand succès, il s'agit de la rétrospective César qui a enfin lieu donc au Centre Pompidou, car il y a 20 ans mourait César Baldaccini, artiste sculpteur, qui laisse une empreinte certaine sur l'art du XXe siècle. Cette année, le Centre Pompidou lui consacre, enfin, je me répète, une rétrospective 20 ans après sa mort. Mérité. Nous allons en parler juste après ce sujet. Notre ami Pascal, ici présente, regardez. En 1976, César est une célébrité. Il donne son nom et l'une de ses œuvres au cinéma français. César prend les différents éléments qui se rapportent au cinéma, les bobines, toute la technologie autour du cinéma, les compresse, en fait un modèle qui va être moulé et qui va servir chaque année au tirage des Césars qui sont décernés au mois de février-mars. Voilà. Après les compressions de fer, César se lance dans les expansions de plastique. Chef de file du nouveau réalisme, il ne cesse d'explorer matières et formats. C'est de la résine avec donc de la résine orange. Il va le décliner dans la même taille, en nickel, en plâtre. Il va l'agrandir en marbre. Il a 1 mètre de haut. Il va le réaliser en bronze. Il a 1,85 m de haut. Il va le réaliser à 6 mètres de haut, comme il y a sur la piazza à l'entrée du Centre Pompidou. Et il va le réaliser d'une manière extrêmement monumentale à la Défense, où il a une hauteur de 12 mètres. Voilà pour ce sujet, Laura. César, très présent sur le web. Très présent sur le web, mais je suis allée étendre mes recherches un peu plus loin que le web, puisque j'ai pu avoir accès à un de ses amis très proche, très intime, c'est Jean Ferrero, qui était galeriste, qui a commencé comme photographe de presse à Nice Matin et au Patriote, et qui avait un lien avec César particulier, parce qu'au départ, lui, il vendait ses propres photos, et il achetait les œuvres de César comme ça, à l'époque où elles valaient pas grand-chose. Et il a plus de 1500 archives, vidéos et photos avec César, qui sont totalement, voilà, qu'on est en train de voir, qui sont totalement inédites, où on voit le personnage de César dans sa vie privée, dans son intimité, comme on le voit près de sa piscine, déambulant totalement nu. Donc on montre que ce qu'il est permis de montrer sur TV5 Monde, hein, mais nous en avons vu l'intégralité ici. Et il s'amuse, il joue, il se déguise. Et grâce à ces archives, on le découvre fantasque, très drôle, se prêtant au jeu du mannequin. On le voit avec Armand, on le voit également... Toute l'école de Nice, donc Ben, César, Armand, et puis tout ça. Très proche d'Armand, ils organisaient des grandes garden parties. Là aussi, on voit des images où il y avait également Yves Montand, où tout le monde s'amuse. Enfin, il y avait une ambiance incroyable. Et on a aussi des photos inédites qu'on est allé chercher, qu'on est les seuls à diffuser. On le voit en train de se déguiser, à jouer le rôle du berger. Donc finalement, c'était un personnage incroyable, indépendamment de l'artiste. C'était un artiste à temps plein. Voilà, clown, diront certains, mais grand artiste aussi. Alors, il faut rappeler quand même que César a inventé 3 choses dans le domaine de la sculpture, et Dieu sait qu'ils ne sont pas très nombreux. Il a inventé la compression, il n'y en avait pas avant. Il a inventé l'expansion, il n'y en avait pas avant. Et il a inventé les empreintes humaines, ça n'existait pas avant. Donc, rien que pour ça, cette rétrospective était méritée, bien qu'intervenant 20 ans après sa mort. Est-ce qu'il est connu en Suisse? Oh oui, bien sûr, Guillaume. Non, il est connu mondialement, César. Il est d'autant plus connu en Suisse que, évidemment, à l'époque des nouveaux réalistes dont il faisait partie, eh bien, il y avait, vous le mentionnez, il y avait Armand, mais il y avait RS, il y avait aussi un certain Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal qui était sa compagne, Daniel Speury aussi, qui était artiste suisse, en tout cas, qui s'est établi en Suisse, bien que roumain de naissance. Donc ce mouvement-là de ces artistes, dont César faisait partie, était même la figure de proue, évidemment, fait qu'il est connu en Suisse. Il y a en tout cas 2 de ces sculptures qui sont exposées chez Gianada, c'est le fameux Saint et le Pouce, qui sont dans les jardins de la Fondation Gianada. Donc César, non, bien sûr, César est connu
connu et respecté de longue date en Suisse. Catherine, est-ce qu'au Canada, au Québec, on le connaît? Oui, bien sûr. On aime César, on like César avec un pouce géant de 12 mètres, comme celui qui trône devant le centre Georges Pompidou et celui qui trône juste à côté d'ici, d'ailleurs, de la Grande Arche. Une découverte... Pour moi, c'est que derrière l'aspect froid des matériaux que César utilisait, donc le métal, bien sûr, le polyuréthane. La ferraille, quoi. La ferraille. C'était au départ de l'art pauvre de ferrailleur, quoi. Mais alors, derrière ça, il y a une grande chaleur et même une grande sensualité. Si je comprends bien, César était un grand sensuel qui avait besoin de toucher, il le dit, hein, qu'il avait besoin de toucher longuement le matériau avant de s'y attaquer. Il aimait toucher les gens aussi, il aimait toucher les femmes. Alors ça, je trouve qu'il y a cette incandescence qui transparaît vraiment à travers les œuvres. Mais le problème, c'est qu'on a vu le côté un peu clown, fantasque de César, et on sent que ça lui a apporté tort. Hein. Vous le disiez, enfin une rétrospective, parce qu'il a fallu attendre. Oui. À l'époque, il n'était pas extrêmement bien vu. Pourtant, il a toujours su se renouveler, parfois revenir au métal, repartir sur d'autres matériaux. Et c'était assez... Comment dire, je pense que vous êtes assez d'accord avec cette formulation d'un de nos confrères de France Culture qui disait César, enfin, est-ce qu'il n'est plus ringard. Et c'est vrai qu'il y a eu cette image qui était collée à César. C'est tragique. Mais pourquoi? Parce que justement, il avait ce côté un peu trop vu. Parce que le Marseillais à Faconde, qui dînait dans les bons restaurants et qui allait dîner chez les Rothschild, disait moi, je vais chez les Rothschild, je suis tellement moche. Comment veux-tu que j'aille draguer? Il faut bien que je sorte tout le temps, autrement, je n'ai aucune chance. Mais il est évident que dans un monde qui était celui de tel quel, c'est-à-dire celui de la presse intellectuelle des années 70-80, il apparaît comme un ovni. Donc on lui reconnaissait cette idée que c'était un sculpteur qui avait inventé des choses fantastiques, comme Yves Klein avec les monochromes, mais en même temps, sa présence finissait par faire obstacle avec sa carrière. Et je dois dire, pour avoir passé le dernier été avec lui, qu'il en a été extraordinairement triste. Parce que cette reconnaissance dont tout le monde parle, dans son pays, dont le principal musée était le Centre Pompidou, les types faisaient on va attendre, puis ils ont tellement attendu qu'il est mort. Alors qu'il était adulé au Japon, notamment, il était adulé au Japon. Il a remporté tous les grands prix de la sculpture du monde, c'est-à-dire qu'il a à peu près inventé en matière de sculpture, disons, je dis pas la même chose, mais un peu la même chose que Calder pour les Américains. C'est-à-dire cette légèreté de Calder, lui, ça a été la fusion, les expansions, les compressions. Et il paraît que ce sont vos parents qui ont les premiers. C'est vrai, je suis très injuste le concernant. Il a été le plus vieil étudiant des Beaux-Arts. Donc c'était au-dessus de la rue Mazarine. Un jour, il est descendu et est tombé sur mon père. Bon, continuons. Et alors, m'a raconté. Mais il a fait sa première exposition avec le fameux poisson qu'on voit. L'esturgeon. Voilà, qui était ce poisson extraordinaire, c'était vraiment de l'art pauvre. C'est quelque chose bricolé comme un ferrailleur avec de la soudure, mais une grande sensualité. Est-ce que vous avez plu cette rétrospective? Oui, et en fait, c'est bien que vous parliez de l'esturgeon, parce qu'en fait, effectivement, c'est parce qu'il n'avait pas le sou qu'il a commencé à assembler des morceaux de fer. Il n'avait pas l'argent pour s'acheter des toiles. Je ne sais pas si tout d'un coup, il a eu l'inspiration en allant chez les ferrailleurs. Et c'est là aussi qu'il découvre ces compressions de voitures. Alors au départ, il regarde, et puis c'est des compressions dirigées, d'où la sélection dirigée, parce que là, à ce moment-là, c'est lui qui décide comment comprimer. Alors l'exposition est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une grande pièce. Voilà, c'est le dernier étage de Beaubourg, qui en général était assez morcelé. Oui. Là, ils là, ont tout ouvert, un peu comme on est ici. Comme ici, exactement. Et donc, il n'y aurait même pas ces murs-là. Et alors, du coup, on découvre en arrivant l'intégralité de l'œuvre. Et ça, c'est rare. C'est-à-dire, c'est rare qu'en un coup d'œil, on a 50 ans de création, 50 ans de créativité, une créativité immense, en un coup d'œil. Et puis alors après, on peut se balader sans suivre un parcours. C'est-à-dire qu'on peut se faire son propre cheminement et découvrir cet artiste majeur. C'est vraiment une très, très belle exposition que vous devez aller voir au Centre Pompidou. Il y a quand même un truc, alors très rapidement, ça le fait, hein, franchement. Quand vous allez au Centre Pompidou, et puis vous vous trouvez dans la dernière salle où il y a les compressions, et puis vous avez tout Paris derrière avec Montmartre. Oui, c'est magnifique. Là, vous avez le beurre et l'argent du beurre. Hein. Il y a la création, il y a l'artistique, et puis en plus, il y a la ville de Paris derrière. Ils ont vraiment réussi leur scénographie. Là. Et puis moi, j'avais jamais vu les compressions en carton. Ah oui. En carton, ça c'est étonnant. On connaît, pareil, les enveloppages. Polyuréthane, carton, César. Voilà, mais cet art de la récup, et c'est vrai qu'il y a aussi une critique de la société consumériste. Et là, quand on voit ce vieux téléphone, ces vieilles chaussures qui d'un coup deviennent artistiques parce qu'elles sont enveloppées. Les voitures collées comme des tableaux. C'est impressionnant. Non, c'est vraiment, et c'est intéressant de voir ce côté-là de César qu'on n'a peut-être pas assez mis en avant.
Parce que vous l'avez dit, la France, finalement, l'a regardé un petit peu de haut. Catherine Millet le raconte bien, quand elle l'avait choisi pour Venise, c'était compliqué, personne n'y croyait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que, enfin, vous avez raison, hein, enfin une rétrospective. Et il y a le côté ludique aussi. Laura, puisqu'on parlait justement la semaine dernière des grands réseaux sur Internet ou des grands sites consacrés à l'art, je suppose que les œuvres de César, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup, mais notamment grâce au Centre Pompidou, qui diffuse chaque jour plusieurs photos de l'expo, mais pas uniquement des objets qui sont présents dans l'exposition, d'autres objets également, puisqu'ils ont des réserves, le Centre Pompidou, assez extraordinaires. J'ai eu l'occasion de les visiter, où il y a d'autres œuvres. Donc moi, je vous recommande de vous abonner au compte Instagram du Centre Pompidou. C'est une formidable porte d'accès, même quand on n'est pas fan d'art contemporain, même pour vos enfants, mettez-les devant les sculptures, effectivement, de César et devant toutes les œuvres qui sont au Centre Pompidou, parce que c'est une formidable initiation à l'art contemporain. Il est présent sur les réseaux sociaux, mais comme son nom c'est César et qu'il y a beaucoup de choses autour de César, c'est assez diffus et il n'y a pas un compte officiel de César. Ça manque. Voilà. Ce qui est important aussi quand vous allez aller là-bas, donc au Centre Pompidou, c'est que vous découvrez qu'il y a une réorganisation totale des collections par Bernard Blissen, qui est le directeur du musée, qui a aussi fait l'agencement de l'exposition César. Et donc, on voit des Picasso, des Duchamp, des Kandinsky, etc. Et quand on arrive à César, je ne dis pas que ça paraît logique, mais il n'y a pas cette idée que tout d'un coup, il pourrait ne pas appartenir à cette grande histoire de l'art. Et donc, on se repose la question que posait Estelle, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans, 20 ans même avant, pour ne pas l'exposer, c'est une sorte de mystère. Mais le fait d'avoir sous-joué continuellement, on va dire, de ne pas avoir joué, même pas ou pas avoir pris la posture de l'artiste sérieux, c'est même pas qu'il l'avait, mais le fait d'avoir donné cette impression de faire les choses avec une certaine facilité, avec un certain instinct, de manière organique. Est-ce que ça l'a vraiment desservi? Finalement, il y a deux choses. Premièrement, oui. Deuxièmement, c'est malheureusement, on va prendre l'exemple récent, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson, qui ont été enterrés, et c'est tout à fait normal, d'une manière magnifique en France, il est probable que dans 100 ans, plus personne n'en parlera. Alors que César, il sera dans les rétrospectives. Donc il y a toujours cette injustice faite aux peintres. Regardez Gauguin aujourd'hui, Manet, qui n'a eu de succès qu'à la fin de sa vie, alors qu'il a organisé ou inventé l'art moderne au sens classique du terme. En France, il y a cette injustice-là qui est l'injustice du temps. À chaque fois, vous avez toujours le même process, c'est pas sérieux, c'est pas ça, ma belle-sœur ferait la même chose, etc., etc. Et puis, 100 ans après, on se pose des questions, on se dit, finalement, Calder, ces espèces de couleurs qui volent dans les airs, quelle poésie extraordinaire. La densité de César, avec ses compressions ou ses expansions, qui a réinventé la sculpture. Parce que la sculpture, avant, c'était quoi? C'était Rodin, c'était Mayol, donc très classique. C'était les Anglais, Henry Moore, qui adaptait le cubisme à la sculpture. Puis tout d'un coup, effectivement, c'est devenu toute la génération dont vous avez parlé. Et il a fallu du temps pour l'accepter, mais finalement, c'est pratiquement... Enfin, il y a deux sortes d'artistes. C'est ceux qui sont connus tout de suite, Picasso, tout le monde en veut. Et puis, il y a des gens pour qui une sorte de purgatoire est obligé de s'installer. Cézanne, Manet... Alors, César, c'est différent. On peut peut-être pas dire que c'est le même niveau. Mais c'est vrai que le purgatoire pour les peintres est souvent extrêmement long. Et il y a une injustice... je dis pas de l'actualité, mais de la vision contemporaine par rapport à d'autres écrivains, enfin, à des écrivains, des chanteurs, des artistes qui sont beaucoup plus colossaux. Je vais donner un seul exemple. Prenez deux contemporains exacts. Maurice Chevalier, qui était le George Clooney de son époque, numéro 1 du cinéma, numéro 1 de la chanson en France, aux États-Unis. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Son contemporain absolu, Miro, et Picasso, que ça aurait du mal, sont des célébrités mondiales. Donc, vous voyez... Comment? Voilà, donc on va nous oublier à vie, on aurait dû faire de la sculpture. Voilà. Il n'est pas trop tard, on va s'y mettre. C'est pour ça que la mère de Romain Gary lui avait interdit de faire de la peinture. Il avait dit, sinon, tu vas mourir pauvre et méconnu. Oui, mais après, il aurait été connu. Merci Pascal d'être venu. Nous allons aborder le prochain sujet. Nous allons parler de la série Helvético-africaine, une affaire de mini-jupe, d'abord exclusivement diffusée sur le web. La série est diffusée dès ce mois-ci sur TV5 Monde. Avec plaisir, nous allons parler de cette création atypique après ce sujet de la RTS et Denise et Yves Bigot. Donc Denise Epoté et Yves Bigot nous rejoindront. Regardez. À 13 ans, on ne met pas de mini-jupe. La nouvelle série Une affaire de mini-jupe interroge avec humour le quotidien de cette première génération de Noirs vivant à Genève. C'est Tantine Bernadette, alias FBI. L'humour n'empêche pas de voir le fond des choses, mais l'humour permet d'amener les gens de façon plus avenante au fond du problème. Et l'une des facettes du problème, c'est bien la représentation des Noirs, fréquemment relayée dans les médias de manière stéréotypée. Battu
comme un lion pour réussir. Très souvent, quand on parle des Noirs, ce sont des dealers, ce sont on va dire quoi, des prisonniers. On va nous dire qu'il y a une surpopulation carcérale noire et musulmane. D'ailleurs, il y a un journal local qui l'a titré récemment. Ce qui fait que l'on fonctionne encore aujourd'hui avec le stéréotype de ce que les Noirs sont forcément des personnes de pas très bonne moralité. On a envie aussi qu'à un moment donné, on mette en lumière des Africains qui mènent une vie tout simplement normale, qui vont au travail, qui payent leurs impôts. Ceux qui, comment dirais-je, montrent une mauvaise image de l'Afrique ne sont pas forcément les plus nombreux. Robert? Oh, Tantine Bernadette. Tu fais quoi dans un sex shop? Tu cherches quoi? Une affaire de mini-jupe rappelle que certains petits problèmes sont universels, qu'on soit africain ou suisse, ou un mélange des deux. Voilà cette série qui a commencé sur le web et que vous trouvez sur TV5 Monde. Bonjour Denise, bonjour Yves, nous sommes ravis de vous accueillir. Est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire de cette affaire-là avant que nous en débattions? Oui, c'est l'histoire d'une famille africaine qui vit en Suisse. D'un côté, on a le père, Papa Quito, comme on l'appelle, Géraldine, la maman, et la fille, Annie, qui un soir décide de sortir avec ses copines pour aller voir un concert de Justin Bieber. Et là, paf, tombe sur Michel Cerruti. Non, je plaisante. Le père découvre que dans le sac de sa fille, il y a une mini-jupe. Ouais. Scandale, commence toute une série de tribulations. Parce que c'était inspiré d'histoires vraies, parce qu'effectivement, il y a eu au Cameroun, en Namibie, en Afrique du Sud, et même au Swaziland, une affaire de mini-jupe. Le roi du Swaziland a d'ailleurs, en 2010, si je ne m'abuse, était à deux doigts de faire voter une loi qui interdisait le port des mini-jupes. Ouais. Oui, parce que pour lui, porter des mini-jupes, c'était inciter le diable, et ça expliquerait le nombre de viols de femmes dans son pays. Ouais. Enfin, on connaît tous en Occident, pardonnez-moi de revenir parce que je ne fais pas différence, mais le coup de la fille ou du garçon qui chante en sortant de ses parents « Bonjour papa, j'ai une soirée copain » et qui 30 secondes après dans l'escalier est déguisé en Sid Vicious, on a tous connu ça. Qui veut... Parlons du régional de l'étape, la Suisse alors. Oui, alors c'est une... Est-ce qu'elle a marché? Est-ce qu'elle est arrivée en Suisse, cette série? Oh oui, elle est produite à l'initiative de la radio-télévision suisse. Oui, mais est-ce qu'elle a marché? Alors, ça vient de débuter, c'est sur le web. Donc pour l'instant, honnêtement, je ne peux pas vous dire si c'est un grand succès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est une, et je le dis avec de la tendresse, c'est une petite série en termes de moyens. Vraiment, c'est fait avec 3 bouts de ficelle. Ouais, les comédiens sont... Oui, les comédiens sont amateurs. Donc d'un point de vue technique, c'est vrai que ce n'est pas une série qui est renversante par rapport à ce qu'on peut voir. Et voilà, je crois que tout le monde en a conscience. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'approche qu'a souhaité son réalisateur, Paulin Tadadjeu, qui est un Suisse désormais, mais Camerounais d'origine, c'est un peu la querelle des anciens et des nouveaux, c'est-à-dire raconter en Suisse, in situ, comment est-ce qu'on vit finalement cette double réalité d'un immigré qui doit faire avec une culture et peut-être une modernité X en venant d'un pays et de tradition ou d'une culture Y. Et dans ce sens-là, moi, je trouve qu'effectivement, alors, cette série, elle est très pertinente et je me sens parfaitement légitime pour le dire, parce que quelquefois, j'en ai parlé dans ce plateau, j'ai longtemps partagé la vie de la diaspora africaine en Suisse, pour des raisons personnelles. Et c'est vrai que quand... Tiens. Ça fait aussi partie de ma vie. Et quand j'écoute les dialogues, quand je vois les personnages, quand je vois les enjeux, quand je vois les discussions qui sont développées... Vous retrouvez. Mais oui, c'est juste. Mais c'est non seulement juste parce que Paulin, évidemment, est en Suisse depuis des années, et puis il connaît bien ce milieu-là. Et il y a un côté... mini-enquête sociologique instantanée d'un moment où il y a une vérité dans le propos, même si, encore une fois, au niveau de l'emballage, voilà, ça reste... Et vous l'avez diffusé, vous l'avez diffusé. Oui, on la diffuse à TV5 Monde en ce moment même. Et on a souhaité suivre la RTS, justement, dans cette aventure. Ce qu'on peut en dire, et Michel, ce que vous venez de décrire, c'est qu'en fait, bien qu'elle se passe à Genève, c'est une série africaine. C'est ça. Et donc, en fait, il faut la comparer en termes de rythme, de capacité de production, etc., à l'ensemble des séries que nous coproduisons à TV5 Monde dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone. On en coproduit une quinzaine chaque année. On parlait ici de Brouter.com il y a quelques semaines. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'est pas une série suisse. C'est une série camerounaise
Et c'est qui ça qui se fait sa déroule force. en Suisse, avec d'ailleurs des acteurs de l'ensemble de la diaspora africaine, hein, parce qu'il y a des Congolais, des Maliens... Une quinzaine de nationalités. Voilà, etc. Il y a des Suisses aussi, évidemment. Il y a très nombreux épisodes, Yves. On est à Genève, il y a 12 épisodes pour Ils l'instant. ont déjà été tournés, c'est la première saison. Absolument. Oui. Ouais. Alors, il faut aussi dire, et vous l'avez effleuré tout à l'heure, c'est que les conditions économiques de tournage ont été très difficiles, parce qu'il y avait très très peu de moyens. C'est une association qui produit la série. C'est la Suisse Afro Wood qui produit la série, donc ils ont très peu de moyens. Mais Denise, question directe, c'est ambiance la boum ou c'est beaucoup plus âpre? Non, c'est pas du tout l'ambiance la boum, c'est totalement différent, parce que dedans, il y a trois messages qu'on retrouve. Claude Pinoteau. Oui, il y a 3 messages qu'on trouve. Le conflit générationnel, parce que Papa Quito et sa femme ont quand même 15 ans de différence. Elle est beaucoup plus proche culturellement de sa belle-fille, puisqu'elle est la marâtre, elle est la deuxième femme du papa de la jeune fille. Et puis il y a un conflit culturel, parce que bien qu'étant fonctionnaire international, Papa Quito n'est pas coupé de ses racines africaines, camerounaises sûrement, parce que Paulin est camerounais, mais des racines africaines qui veulent qu'une femme doit s'habiller décemment. Elle ne doit pas montrer ni sa jupe, ni ses jambes, ni ses bras, et encore moins son décolleté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi des personnages très caractéristiques qu'on peut retrouver chez Molière. Moi, je pense à Papa Quito, c'est Oronde dans Les Fourberies de Scapin, c'est-à-dire le père réactionnaire qui veut pas que sa fille s'habille trop légèrement, qu'elle parle à n'importe qui, même qu'elle aille voir un concert de Justin Bieber, oh là là, ou même moi, ma préférée, c'est quand même, alors là, pour le coup, Tantine FBI, Bernadette, la sœur de Papa Quito. Alors là, là, on n'est plus du tout dans le Molière, mais quoique, ça peut être aussi, voilà, ce personnage. Il y a un côté théâtral truculent, et c'est très très drôle. Et après, les parfois, intrigantes aussi, la meilleure amie qui essaie. Il y a un petit côté Dallas aussi parfois, parce qu'il y a des intrigues avec des complots. Voilà, c'est amusant. On sent mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dallas a pompé sur la réalité africaine. Ça doit être ça, voilà. C'est pas dans ce sens-là. C'est amusant, il y a beaucoup de pistes, on peut s'y reconnaître. Et c'est vrai que Papa Quito, il peut être il pourrait aussi bien être libanais que français. Donc je pense qu'on peut tous être touchés. Moi, il y a une série en France, aussi une web-série qui s'appelle The Barber Show. Je ne sais pas si vous connaissez, qui se passe à Château-Rouge. C'est dans un coiffeur, chez un coiffeur africain ou d'origine africaine. Et là, il y a toute la diaspora. C'est beaucoup plus court, c'est 6 minutes. Et là, vraiment, c'est plus dans l'impro, c'est différent. Mais au moins, là aussi, on est immergé. C'est ça qui est intéressant dans cette série. C'est assez touchant. On a accès à une réalité auquel on n'a pas de temps. Est-ce qu'il y a une grande communauté, justement, africaine là, je parle du Québec. On va terminer avec vous, Laura. Oui, et il y a... Est-ce qu'ils produisent des séries, justement? Non, alors il n'y a pas d'équivalent au Québec. Et c'est intéressant que vous me posiez la question de cette manière-là, parce que je me suis dit, malgré les quelques défauts de la série, je me suis dit que j'aimerais voir une série comme celle-là au Québec, notamment en lien avec tout ce débat très chaud au Québec sur le manque, la quasi-absence de diversité culturelle à l'écran. Moins de 5% des premiers rôles dans les séries populaires au Québec sont tenus par des comédiens des minorités visibles. Et c'est un beaucoup plus réel vous aviez problème. Macacoto, vous en avez fait un ministre. Voilà. C'est vrai qu'en France, c'est 15%. Aux États-Unis, c'est 20%. Donc 5%, c'est très faible. C'est très, très faible. Tandis qu'au Canada anglais, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour évoluer dans ce sens-là. Et j'ai pensé notamment à une série qui a été lancée il y a une dizaine d'années, qui s'appelle The Little Mosque in the Prairie. Ben oui, la petite mosquée dans la prairie. Vous vous souvenez de ça? Ça a fait grand bruit. C'est une des séries qui a le mieux marché de la télévision publique canadienne anglophone. Moi, je l'avais diffusée sur la RTBF en Belgique. C'était bien? C'était très bien, c'était très drôle. Et vraiment, sur ce même principe de l'incompréhension, alors dans ce cas-ci, dans le cas de la petite mosquée dans la prairie, c'est l'incompréhension entre musulmans et non-musulmans, avec une intrigue très très bien ficelée. Ça a vraiment marché du feu de Dieu. Laura, sur le web, que trouve-t-on? Le web ne s'est pas encore emparé totalement de la série. Elle a sa page Facebook, mais il n'y a pas tellement de commentaires. Alors peut-être qu'après la diffusion alors sur qu'elle a démarré TV5... sur le web.
Elle a démarré sur le web, mais il n'y a pas une grosse communauté autour. Il n'y a pas une effervescence comme c'est le cas parfois pour certaines séries. On en a parlé aussi pour Brouter. Il y avait une communauté d'addicts à Brouter.com. Il faut peut-être lui laisser le temps. Mais ça m'a donné envie d'aller chercher un peu s'il y avait des papaquitos qui se cachaient dans certains réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. J'ai trouvé un papaquito qui a créé un groupe qui s'appelle Jeunesse congolaise de Suisse consciente et qui donne la liste des conférences pour revenir aux traditions, qui revient sur ce qu'est la dot, le matriarcat, le rôle de la femme. Donc ça existe. Le groupe ne contient que 500 personnes, mais voilà, il y a des papaquitos 500 qui sévissent sur la toile. En tout cas, pour le régime, il vaut mieux un bon poulet yassa qu'une fondue au fromage. C'est beaucoup plus efficace. Ma chère Denise, merci 1000 fois d'être venue. Vous voyez comme je suis malicieux toujours. Et non pas malien. Comment? Et non pas malien. Voilà. Nous allons retrouver notre dernier débat dans un instant en parlant de Lewis Furet, donc chanteur bien connu, mais auparavant, c'est le Zap Culture, c'est le tour de l'actualité francophone. Passez la meilleure semaine possible, ma chère Denise. On se retrouve dans un instant. Regardez. Avec 12 albums au total et de nombreux projets parallèles, l'homme aimait multiplier les expériences. Parmi les dernières en date, cette collaboration avec l'Orchestre de chambre de Wallonie pour les 40 ans du groupe, l'occasion pour lui de marteler sa passion à des galaxies du show business. Un ensemble de cuivres, un chœur d'une bonne centaine de personnes, un piano, une troupe de danseurs et surtout une soliste à la voix très aiguisée. En quelques minutes, c'est l'alchimie sur scène. Starmania est revisité. Au fronton des théâtres, les femmes humoristes sont de plus en plus nombreuses, plus ou moins cash, plus ou moins trash. Est-ce que si j'utilise un vibromasseur pendant ma grossesse, mon bébé va être flou à la naissance? Les femmes sont très résistantes, elles sont très fortes en ce moment et il faut qu'elles le demeurent. Dans ces livres-là, on tente de retrouver la solidarité humaine. On tente de se retrouver en quelque sorte pour survivre. Il y a de quoi faire des dizaines d'articles là-dedans. Le Times a à peine effleuré la surface. Le bouclage est dans 10 heures, alors on attaque. J'ai vu le rapport avec aujourd'hui, l'écho certain entre 1971 et 2017, avec cette espèce de violence subie par les médias et la presse dans mon pays. Quand on reprend, on rappe sur la partition originale d'un artiste classique, on se doit d'avoir un texte qui est au niveau, donc j'ai essayé vraiment d'élever mon niveau d'écriture. Y a rien de pire que de se quitter sans tout se dire, oublier l'essentiel et dans l'inutile, investir mes mamas. Juste un dernier signe, encore merci. Bon, notre troisième sujet est passionnant car il pose la question de l'influence de la musique classique sur la musique populaire, sur toutes les formes de musique. Et donc, dans un album qui s'appelle Haunted by Brahms, c'est-à-dire hanté par Brahms, le Canadien Lewis Furet, que vous connaissez, donc le compagnon de Carole Laure, a choisi de nous faire partager sa réinterprétation d'un certain nombre de leaders de Brahms. Donc Brahms, c'est les sonates, des symphonies, mais aussi des leaders célèbres, donc d'une certaine manière des chansons. Nous allons en écouter un extrait avant de recueillir vos avis sur cette expérience musicale qui nous permettra de nous poser cette question du lien qui existe entre la musique classique et les autres musiques. Regardez. I said that I'd forget you, decided to forget you. I swore I wouldn't let you be an obsession. I'd made my mind up, but then I lost it completely. Et vous connaissez particulièrement bien Lewis Furet, donc il faut rappeler qu'il a commencé par la musique classique extrêmement jeune. Violoniste. Violoniste, c'était d'une certaine manière un virtuose. L'Orchestre symphonique de Montréal, voilà. Puis il a fait la Juilliard School à New York. Ouais. Et ensuite, il s'est lancé dans les années 70 dans la musique dite pop de l'époque, notamment en écrivant avec Leonard Cohen une comédie musicale qui s'appelait Night Magic. Carl Lewis Furet est un anglophone de Montréal. Je crois que sa mère est américaine, d'ailleurs, hein, et sa maman québécoise. Et il va ensuite avoir une carrière d'artiste influencé à la fois par Lou Reed, par Kurt Weill et par son éducation classique. En France, on le connaît beaucoup
évidemment comme le compagnon de Carole Laure. Il a d'ailleurs, lui, composé beaucoup de musique des films de Gilles Carle, hein, grand cinéaste québécois. Et puis, il est le metteur en scène de la 3e version de Starmania. C'est celle qui a cartonné. Celle des années 90, la version un peu heroic fantasy, mais qui est celle qui a été vue par le plus grand nombre de téléspectateurs. J'ai une petite question à vous poser, et après on va donner l'avis de tout le monde. C'est au départ, est-ce que c'est une, comment peut-on dire, je ne vais pas dire une plaisanterie, mais est-ce qu'au fond, un type qui est un très bon musicien, techniquement, se dit c'est assez marrant, je vais chanter des leaders de Brahms en modifiant les paroles, en mettant un peu de Beatles au milieu. En traduisant, Guillaume. En traduisant, mais en rajoutant des choses. Il y a des choses qui sont rajoutées. Donc est-ce que ça commence comme une plaisanterie, on fait ça avec une fête avec les copains, ou est-ce que c'est un vrai projet musical? Non, parce que je pense que Lewis, c'est un musicien et un artiste très sérieux. Ça n'empêche pas d'avoir de l'humour, mais dans son travail, il est très sérieux. Il a d'ailleurs donné à Paris, et c'était absolument plein pendant une quinzaine de jours, il y a 4-5 ans, un très très beau spectacle au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, qui était sa dernière aventure connue, avant justement d'avoir adapté de l'allemand à l'anglais ces 16 leaders de Brahms. Mais je pense que non, c'est sa version, si vous voulez, c'est un artiste moderniste au sens, je dirais, new-yorkais hein, du terme, avec ce côté justement de faire de l'avant-classique d'une certaine façon. Vous savez comment, de la même manière dont on dit l'avant-rock, c'est-à-dire c'est une manière d'appliquer l'avant-garde à un genre. Je pense qu'il a fait ça très sérieusement. Et d'ailleurs, c'est un spectacle. C'est-à-dire que, en l'occurrence, un album est sorti, je crois, au mois de septembre tout dernier. Récemment, hein. Mais avant, il y a un an, il y a plus d'un an, c'était un spectacle voilà, c'est ça. présenté sur scène. Et Carl Lewis Ferré était tout seul, Catherine Seul au piano, au théâtre Outremont, si je me trompe pas, qui est un petit théâtre montréalais. Voilà. Et Car c'est un metteur en scène aussi, Lewis Ferré, et il écrit beaucoup pour le spectacle. Il a fait ça durant toute sa carrière. C'est vraiment un touche-à-tout, Lewis Ferré. Il a composé des musiques de films, opéra rock, des chansons. Au tout début, quand il était tout jeune, il écrivait des poèmes qu'il a soumis d'ailleurs à son mentor, Leonard Cohen, qui est devenu un grand ami. Ils ont séjourné ensemble à Hydra, en Grèce. Et c'est ce qui l'a attiré chez Brahms, justement, c'est que Brahms était lui aussi un touche-à-tout qui a composé des symphonies, qui a composé des concertos. Par contre, il y a une constante dans leurs deux carrières, à Brahms et à Lewis Ferré, c'est qu'ils ont tous les deux écrit, composé des chansons. Alors, dans le cas, de Ferré, on parle de chansons, dans le cas de Brahms, de leader, mais c'est vraiment une constante dans leur carrière, tout au long de leur vie, du début jusqu'à la fin. Et pour Lewis Ferré, Brahms était un véritable songwriter. C'est comme ça qu'il le décrit, parce que ces leaders-là étaient proposés à un public populaire. C'était pour aller dans les salons, c'était pas pour l'élite du tout, c'était pour que chacun puisse chanter comme ça dans son salon ses leaders. Catherine, est-ce qu'il est toujours très connu dans le monde québécois et canadien, Lewis Ferré? Il est assez marginal, c'est un iconoclaste qui prend ses chemins de traverse comme ça, qui fait les projets, qui écoute son cœur vraiment, j'ai l'impression. Alors non, c'est pas un nom très très connu, Lewis Ferré. Il y a beaucoup d'expérimentateurs qui sont un peu dans le même registre, Brian Eno, etc., qui ne sont pas des grandes stars, mais qui sont très connus dans le monde, même célébrissimes, dans le domaine de la musique. Alors, ils sont connus dans l'univers des musiciens. Voilà. Alors, très respecté. Ça vous a plu ou pas? Ah, l'album de Lewis Ferré? Oui, moi j'ai eu du plaisir à écouter ça, et je pense que j'ai écouté la question que vous posiez à Yves tout à l'heure. Oui, je pense qu'il fait ça très sérieusement. C'est pas un joke, c'est pas une plaisanterie qu'il a faite là. Il a essayé de moderniser ou de mettre, je veux dire, à une époque plus contemporaine, quelque chose qui est ancien, mais on a des fois tendance à oublier que la musique classique, voilà, on la voit parfois aujourd'hui comme étant quelque chose de suranné, d'empesé, de dépassé, de vieillard. Mais bon, à l'époque où elle existait, la musique classique, c'était pas du tout ça. Alors, c'était peut-être plus pour les élites, mais il y avait aussi une partie qui était destinée au peuple. Et puis, il n'y avait pas le rock, il n'y avait pas le rap, il n'y avait pas le jazz, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était la musique qu'on écoutait. Donc, il a essayé de transposer ça. Je trouve que c'est assez réussi, avec ce bémol.
C'est que, mais j'ai le même bémol si je dois écouter des leaders de Brahms par des leaders, pardon, pas leaders, des leaders de Brahms par, je sais pas, Fischer Dieskau en l'occurrence, puisque c'est lui qui est un peu le plus connu dans l'interprétation avec Barenboim au piano. Au bout de 3, 4, 5 morceaux, c'est vrai que voilà, on est un peu dans une sorte de répétition, dans une sorte de longueur, je trouve, par rapport à ce disque-là précisément. Mais l'éternité, c'est pénible au bout d'un moment. Mais j'ai le même, et je suis d'accord, mais par ailleurs, j'ai la même réserve avec les leaders, voilà, version classique. Au bout d'un moment, voilà, je trouve que ça tourne un tout petit peu. Ce qui est intéressant, Laurent, on l'évoquait tout à l'heure, et on en a souvent parlé ici, c'est que la musique classique, dans tous ses aspects, c'est-à-dire chansons, symphonies, sonates, concertos, etc., toutes les musiques classiques ont été pillées par les artistes de variété, soit clandestinement, soit totalement ouvertement, comme Gainsbourg, par exemple. Bien sûr, et il y a une page Wikipédia qui est très bien faite, parce que Wikipédia, c'est pas uniquement un dictionnaire basique, qui s'appelle « Liste d'œuvres de musique classique utilisées dans la culture populaire ». Et donc, par compositeur, on retrouve tous ceux qui ont, comme vous le disiez, un peu pillé cette musique. Alors, ou carrément transcrit, d'ailleurs. Alors, pour Brahms, on retrouve la chanson de Gainsbourg, Baby Alone in Babylon, où il a repris un extrait. Et Bach, alors, ce qui est intéressant dans cette page, c'est qu'il y a des choses improbables. Les Beach Boys ont repris des morceaux de Bach, Dave a repris des morceaux de Bach, Michael Jackson dans Dangerous a repris Beethoven, et ainsi de suite. Il y a une liste vraiment très longue de plein de petites reprises qu'il est agréable d'écouter et finalement qu'on ne connaissait pas forcément, avec des titres moins connus. Je vois d'ailleurs le site que vous consultez, c'est pas 3 ou 4, c'est des centaines d'exemples. C'est des centaines d'exemples. Et si vous en connaissez qui ne figurent pas sur la page, comme c'est collaboratif, n'hésitez pas à enrichir cette page. En tout cas, il y a notamment juste une petite chose, vous parliez de Gainsbourg, il y a un quiz qui est très très bien fait sur un site qui s'appelle Mediamuse, pour Média Musique, où ils vous font écouter des petits morceaux de musique classique et vous devez retrouver la chanson dans laquelle elle a été utilisée. Donc le côté devinette. Un petit blind test. Lewis Ferré, après avec qui justement on parlera des rapports avec la musique classique, entre la musique classique et le jazz et la pop aujourd'hui. Non, ça nous permet de redécouvrir le répertoire de Brahms. C'est vrai que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ses leaders. Et c'est vrai que vous le rappeliez, Catherine, c'est intéressant de se rappeler que Brahms, quand il publiait ses chansons, tout le monde, c'était un peu comme Lewis Ferré le raconte très bien, hein, tout le monde se précipitait, c'était comme le dernier album de Johnny Hallyday ou le dernier album de, je sais pas moi, Kendrick Lamar, où là, tout le monde voulait avoir cet album. Alors là, pour le jouer à la maison, et je trouve que le côté intimiste est extrêmement bien rendu, piano-voix, il a quand même une voix extrêmement reconnaissable, elle est très lascive, elle est très traînante, enfin, presque un petit peu nasillarde, et je trouve que ça, effectivement, ça nous enveloppe dans un monde, il y a un petit côté cabaret. Elle est lascive et nasillarde, c'est bizarre. Exactement, mais oui, mais je trouve que ça fait un petit peu des deux, vous trouvez pas? Et en plus, je trouve qu'il y a un côté cabaret, il y a un côté Kurt Weill, vraiment, c'est intéressant. Et je trouve, voilà, moderniser des œuvres, que ça soit là de la musique classique. Moi, je l'ai vu avec Simon Stone aussi, qui est un metteur en scène australien, qui reprend des auteurs comme Tchekhov ou comme Ibsen et qui les modernise en rechangeant. Là, il a modernisé les textes quand même. Il les a traduits, mais il les a aussi modernisés. Je trouve que c'est intéressant pour les remettre au goût du jour et nous permettre d'étendre effectivement le public. Voilà. Yves, est-ce que ça peut se vendre, puisqu'on parlait de popularisation? Et deuxièmement, en fond, dans tout ce que racontait Laura, qui est passionnant, quels sont les pompeurs et quels sont ceux qui l'ont ouvertement? Parce que c'est aussi ça la question. Quels sont ceux qui ont vraiment triché en espérant que personne ne le sache, et quels sont ceux qui l'ont fait ouvertement et qui ne s'en sont pas cachés? Alors, il y a ceux qui s'en vantent. Gainsbourg était le premier à se vanter d'avoir adapté Chopin, Brahms, Liszt, etc. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes africains aussi, Babatunde ou Latunji ou Myriam Makeba. C'est vraiment copié. Oui, mais ça, il s'en vantait. Moi, il venait me dire, mon petit gars, il venait avec les albums originaux en me disant, regarde, c'est là où j'ai pompé couleur café, là, c'est là où j'ai pompé tel truc. Après, vous avez les gens, si vous voulez, qui ont d'une certaine façon réintégré les éléments de la musique classique dans leur propre musique, mais sans qu'il y ait la moindre plagiat. L'exemple, c'est les Beatles. Le plus fameux, c'est Eleanor Rigby, c'est For No One, c'est des morceaux comme ça. Et puis après, vous avez toute la vague du rock progressiste anglais qui a intégré
Par exemple, Procol Harum, l'exemple faramineux de Bach dans Why the Shade of Pale, mais pas uniquement, et aussi Wagner dans Rapen Walpurgis, etc. Emerson, Lake et Palmer, qui jouait directement les Pictures of Exhibition de Moussorgsky, mais beaucoup d'autres, Aaron Copland, le compositeur américain, etc. Après, je vous dirais, d'une certaine façon, ceux qui ont pompé en espérant que ça ne se verrait pas, ce sont les plus vulgaires la plupart du temps. Pardonnez-moi, et les moins c'est très con. Oui, ils sont... Oui, parce que pomper Beethoven, il y a une petite chance qu'on s'en aperçoive quand même. D'une part, et d'autre part, de toute façon, il n'y a pas de mal à dire que c'était lui, puisque ses droits d'auteur sont évaporés. Donc il n'y a rien à perdre à créditer des auteurs qui sont morts depuis aussi longtemps, puisque on peut s'attribuer malgré tout à la composition, ne serait-ce que de l'adaptation de l'arrangement, voire des paroles qu'on a rajoutées par-dessus. Il faut éviter Marvin Gaye. Non, mais puis il y a une évolution historique. On a tendance aujourd'hui à couper la musique classique de la musique d'aujourd'hui, mais il faut quand même savoir que la musique que l'on connaît aujourd'hui, rock compris, je veux dire, elle a pris naissance dans ce qui a existé auparavant, dont la musique classique. Si le jazz existe aujourd'hui, il y a des thèses là-dessus. Il y a un bouquin de René Langel qui l'explique extrêmement bien, par exemple. Alors évidemment, il y a l'Afrique, mais il y a aussi la musique blanche protestante européenne qui s'est retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est le mélange des deux qui a permis notamment l'émergence du jazz. Voilà. Et il faut citer Gershwin, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Voilà tout l'intérêt d'écouter donc ce hanté par Brahms de Lewis Ferré. Puisqu'il s'agit de devinettes, Laura le disait par exemple, écoutez le titre le plus célèbre d'Eric Carmen, essayez de retrouver... All by Myself. Voilà, All by Myself, donc qui est une sorte de slow sirupeux, et vous essayez de retrouver, donc en regardant le site de Laura, qui est l'auteur original du refrain de cette chanson que nous allons éviter de chanter ensemble pour ne pas vous bousiller cette fin d'après-midi sur TV5 Monde. Yves, petit coup de cœur. Alors, ça sera l'album live de la tournée La Momalie de M, dont on avait parlé ici, parce qu'on les avait vus, M et ses invités, Toumani Diabaté, le grand maître malien de la kora, son fils Sidiki, dont on parlait à propos de Bouba l'autre jour, mais la chanteuse Fatoumata Diawara, il y a Oxmo Puccino qui vient, il y a Ibrahim Malouf qui vient aussi sur cet album, et les quelques petites restrictions qu'on pouvait avoir qui étaient liées à la production sur l'album en studio s'évaporent totalement, parce que c'est une musique effectivement qui est faite pour être jouée en concert, donc ils étaient venus dans l'acoustique. Déjà, c'était absolument éblouissant, et la tournée était formidable, et l'album live est très, très supérieur à l'album studio. Je peux vous dire que je les ai vus, La Momalie et compagnie, à Montreux l'été passé, parce qu'ils étaient en tournée. Ça dépotait, mais alors c'était splendide, vraiment. Coup de cœur. Un très beau livre paru aux éditions Taschen. Alors, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il pèse 7 kilos. Il est consacré à l'œuvre complète d'Egon Schiele, dont on célèbre en 2018, donc maintenant, le centenaire de la mort. Egon Schiele, c'est une figure du modernisme viennois. Son mentor, c'était Klimt. Une grande rétrospective lui est consacrée à Vienne. Donc, il y a ce très beau livre, si vous ne pouvez pas aller à Vienne. Et pour... pour les Français ou ceux qui passeront par Paris en octobre, ils pourront aller à la Fondation Vuitton. On pourra voir des toiles d'Egon Schiele, qui est mon peintre préféré. C'est magnifique, c'est vrai que c'est magnifique. Catherine. Mélissa Lavo, connaissez-vous Mélissa Lavo? sûr. Alors j'attends évidemment. avec beaucoup d'impatience son 3e album qui doit paraître dans quelques semaines, en février. Chanteuse, compositrice, interprète d'origine haïtienne, qui est née au Canada, mais qui vit maintenant en France. Et c'est un album entièrement consacré à la musique traditionnelle haïtienne, et en particulier à cette période particulière de l'occupation américaine d'Haïti. Alors, je suis très, très curieuse de jeter une oreille à cet album qui s'appelle Radio Sewell. Radio Sewell. Michel. Alors, un festival dont j'ai envie de vous parler, il commence aujourd'hui. Il dure jusqu'au 19 février. Ça se déroule à Genève. C'est le festival Antigel, antigel.ch, c'est le site. C'est franchement un festival, moi, pour lequel j'ai un coup de cœur énorme. C'est un festival comme il y en a peu. Festival de quoi? Spectacle des arts vivants. Donc, vous avez de tout. Vous avez de la musique, vous avez de la danse, vous avez du théâtre, vous avez de la création, vous avez du happening, vous avez tout ce que vous voulez. Parmi les invités, Patti Smith, Virginie Despentes, Maggie Morin, la chorégraphe, Lamb Chop, Moderat. Ça part tous azimuts. Ça dure 3 semaines. C'est dans différents lieux, des friches industrielles, des salles, des églises. C'est splendide. Ça ressemble à pas grand-chose qu'on connaît. Et c'est complètement éclaté.
merveilleux festival. Si vous passez par Genève, moi je vous conseille absolument de vous arrêter pour l'une ou l'autre soirée. Ça dure jusqu'au 19 février. Vous avez parlé de Virginie Despentes, qui était très amusant lors des vœux du président de la République. Vous savez qu'au départ, en France, vous avez un petit discours de la présidente de l'association de la presse présidentielle. Elle a dit, Monsieur le Président, puisque vous venez d'avoir 40 ans, je vous signale cette phrase de Virginie Despentes, à partir de 40 ans, tout le monde ressemble à une ville bombardée. Alors, on a vu la tête de Macron, il a répondu avec beaucoup d'humour, mais c'était assez culotté, ce qui change. Laura. Le site de recherche Getty fête ses 4 ans et pour l'occasion, il offre 100 000 livres vintage sur l'histoire de l'art venus de l'Inde, de l'Iran, du Japon, du musée Guggenheim. Voilà, c'est à découvrir. Répétez-moi ça, 100 000 livres. Livres vintage sur l'histoire de l'art. Ah, donc ce sont des vieux livres qui ont été récupérés et qui sont publiés dans leur intégralité sur le moteur de recherche. Voilà, je vais vous présenter un personnage que vous ne connaissez pas, ça tombe bien, il s'appelle Jacques de Bachère, dandy de l'ombre. C'est Mario Tavi qui signe chez Séguier cette biographie. C'est une histoire absolument extraordinaire, puisque ce jeune homme qui est né en 1951 et qui est mort du sida a été, comment peut-on dire, le dandy flamboyant clandestin du monde de la mode et du monde homosexuel à Paris, j'allais dire du Palace jusqu'à il y a encore peu de temps. Il fut l'amant à la fois de Karl Lagerfeld, avec qui il ne faisait rien, et de Yves Saint-Laurent, qui l'enfermait dans une armoire et qui était devenu complètement dingue sexuellement de lui. Et on revit ces années-là. C'est-à-dire qu'on revit totalement... Il avait du mal à sortir du placard. Voilà, c'était compliqué. J'attendais que Yves... Mais si vous savez, on a beaucoup écrit sur le Palace, et là, c'est vraiment un témoignage formidable et de ce personnage donc, qui s'appelle Jacques de Bachère et qu'on trouve d'ailleurs dans tous les films qui ont été écrits et qui ont été réalisés. Voilà, je le cache récemment par ceux qui se sont intéressés à la vie d'Yves Saint-Laurent. Merci à tous. Catherine, merci. Merci à vous. On était ravis que vous veniez représenter Radio-Canada. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.